Bienvenue à votre émission qui rime avec l'actualité, 30 minutes pour convaincre. Ce soir, nous allons juste y revenir vers vous parce que le voix ne cesse de s'élever, les réactions ne cessent aussi de se multiplier autour de dupes distribués juste aux députés provinciaux de l'IDPS OSCO. C'est une motivation, une corruption? Vous aurez la réponse tout de suite avec notre invité. Les 100 premiers jours du président de la République, quels sont les feux phares de toutes les façons de son départ? C'est une question posée, vous aurez aussi les détails avec notre invité. La révision de la Constitution, est-ce que c'est possible? Vu les enjeux et les jeux de l'air, ce sont juste les titres de cette émission. Notre invité de cette soirée, c'est juste Adolphe Arokat Moukounz, l'homme qui parle bien. Donc c'est avec lui que nous allons juste décortiquer toutes les thématiques intitulées lors du départ de notre émission. Adolphe, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Madame Elali. De retour, ça va? Ouais, Dieu nous fait grâce, on est là. On était en plein déplacement à l'intérieur. Nous sommes arrivés nous étions à Manda et aussi à Boma. Et Dieu nous a fait grâce. Quelle question nous étions encore dans notre capitale. Là, c'était juste dans les comptes missionnaires, j'espère. Exactement, là, c'était dans les vols Seigneur. Là, c'était juste dans les comptes missionnaires. Aujourd'hui, c'est l'actualité comme étant analyste politique. Est-ce que faut-il revenir avec vous? Je ne sais pas, ça aussi, j'en profite, vous n'étiez pas là. Le Likasa d'Nkembo, ça fait quand même à la une de l'actualité. Vous l'avez suivi avec ses pasteurs. Adolphe, votre commentaire. C'est un pasteur que je connais très bien, il me connaît, parce que je l'avais croisé quand j'étais de passage en Bougimaï dans l'église où il priait avec les pasteurs Kalangdissa chez les autres, c'est qu'on appelait ça école des ambassadeurs. Je pense que ça doit être peut-être l'excès des ailes qui l'amène à faire ça, mais malheureusement, avec le système que nous avons actuellement, les images sont parties plus vite. Et parce qu'il y a des gens qui font plus que ces pasteurs-là, mais qui ne sont pas connus parce qu'il n'y avait pas des images. Je pense que peut-être il l'a fait inconsciemment, mais malheureusement, les images sont parties plus vite. Et n'oubliez pas que Dieu lui-même connaît que l'homme est infaillible. Quand l'homme est infaillible, il n'est pas parfait. Et ça ne m'étonne pas. Moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Je comprends que ce sont des erreurs qui peuvent arriver chez tout un chacun d'une manière ou d'une autre. Alors, on ne doit pas tellement dramatiser parce que les gens aiment toujours dramatiser quand il s'agit d'un pasteur. Mais quand il s'agit de quelqu'un d'autre, quand il s'agit d'un monsieur l'abbé ou un monseigneur, on dit que ça va bon. Moi aussi, là, vous attaquez directement à ce qui s'est passé autrefois. On va y arriver quand même. Voilà. On va y arriver. Je sais là où vous êtes, mais on va y arriver. Yeah. Un mot, un conseil, un message d'interpellation aux hommes de Dieu face à cette dramatique qui s'est déroulée. Vous savez, parce que nous avons le problème de beaucoup d'autodidactes. Actuellement, même quand on parle, j'avais suivi un homme de Dieu qui disait non, il n'y a pas de père spirituel, mais n'oubliez pas, dans la Bible, on parle aussi des pères dans la foi, ou les pères dans la foi, c'est un père spirituel. Donc, parce qu'il y a beaucoup d'autodidactes, les gens qui sont formés par eux-mêmes. Il y a aussi les gens qui n'ont pas eu le temps d'avoir la formation. Oh, Jésus lui-même avait eu le temps d'avoir 3 ans pour former ce qu'ils appellent les apôtres. Ils étaient sur ses disciples. C'est par manque de cette formation et la vitesse de la chose que nous avons mettée. C'est fait que quelqu'un peut avoir un don de guérison, un don de prophétie à son église, un don de miracle, l'évangélisme international, intercontinental, même lune et soleil. C'est ce qui fait que les gens tombent toujours dans ces petites erreurs-là. S'il y avait une formation, s'il avait quelqu'un qui était tenté de l'encadrer, je pense qu'il ne pouvait pas arriver à connaître de telles bêtises. Parce que quand il s'agit de quelqu'un qui est un leader, quand il est comme des problèmes, ça part plus vite. Alors, j'interpelle à tout homme de Dieu, soit vous cherchez un mentor si vous n'avez pas un père spirituel, vous n'avez pas un père dans la foi parce que les autres, les pères spirituels, ça les scandalise. Si vous n'avez pas un père dans la foi, cherchez un mentor qui peut vous encadrer, qui peut vous donner des conseils. Un par un, ça va vous aider. Voilà, un homme averti en vaut juste deux, dit-on. C'était juste le message, un conseil très édifiant de l'apôtre Adolphe Arokat Moukounz, parce que là, il est vraiment dans les postures de l'apôtre. Maintenant là, c'est juste analyste politique. Ouvrons alors notre émission avec cette page sur la corruption. Je vais intituler ça ainsi. Quel regard portez-vous? L'allure vent de choses, le vent ou les tempêtes qui s'impointent au moins à l'horizon, surtout en République démocratique du Congo, autour ou tout autour de la corruption.
Adolphe? Je pense d'abord que la corruption, c'est quelque chose qui est de portée mondiale. Ce n'est pas que le Congo qui est le grand pays le plus corrompu du monde. Parce que chaque fois, il y a des risques qu'on balance sur les pays corrompus, etc. Même ces pays sur lesquels il se trouve sur la liste des pays les plus corrompus, il y a des corrupteurs, il y a des corruptions à l'intérieur, même dans des grandes puissances. Mais le problème maintenant, il faut savoir qu'est-ce que nous appelons la corruption. Parce qu'avec les Congolais, parfois, ce qui n'est pas corruption, c'est appelé corruption. Et ce qui est corruption est appelé mbote yalikasu, etc. Vous savez que vous avez un rendez-vous avec une personnalité importante, si tu n'as pas de l'eau, tu n'entres pas. C'est comme si c'est monsieur qui est à la porte, il attendait que tu puisses donner de l'eau, c'est-à-dire le matin là, il avait soif. Dans leur bureau, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de choses à boire, il faut qu'il puisse boire pour te faire entrer. Souvent, la corruption ne peut pas jamais faire avancer les pays. Ça fait partie des cancers pour le développement des pays, pour l'avancement de tout un peuple. Donc la corruption n'est pas tolérée, que ce soit morale ou spirituelle ou naturelle. La corruption n'est pas quelque chose à accepter. Mais dans tous les pays sous-développés, il y a la corruption. Pourquoi? Parce que les gens sont d'abord mal payés ou sous-payés. Quand quelqu'un est mal payé ou sous-payé, vous les prédisposez ipso facto à la corruption. Ça, il y a même quelqu'un, il n'a pas besoin d'être corrompu. Imaginez quelqu'un pour lequel il travaille, c'est un professeur ou un enseignant, il touche juste $500 et les transports avec des embouteillages actuellement, s'il fait le billet de transport, ça lui coûte $400. Il a une maison de $300. Alors, le manque à gagner là, comment il est retrouvé? Il doit recourir à la corruption. Il y a aussi d'autres corruptions, surtout dans notre pays. Vous encouragez cela comme état? Non, j'ai dit dans notre pays, la corruption est encouragée par l'État. C'est pas moi. C'est l'État qui a prédisposé les gens. Parce qu'à cet moment, nous devons comprendre. Vous m'avez présenté aussi comme un pasteur. Donc, je dois jouer ce rôle-là. De me mettre aussi dans la peau des plus démunis. Vous croyez qu'il y a un papa qui est roulage, qui se met sur la route pour commencer à mendier? Tu vois d'abord son âge là, Mokonzi. Tu n'as pas même des galons là, il t'appelle Mokonzi. C'est le cas de ça pour moi quelque chose. Non, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité. Donc quand vous mettez les gens dans des impossibilités, moi je peux voir par exemple le fait qu'ils sont en Angola, c'est difficile de corrompre un militaire angolais. Vous allez le comprendre avec quoi? Parce qu'il est bien payé. C'est suite aux conditions de vie qui posent problème. Voilà pourquoi c'est ça. C'est-à-dire les conditions de vie qui sont médiocres, les conditions sociales qui sont médiocres, ça prédispose déjà l'homme à la corruption. Donc nous sommes dans l'obligation d'être corrompus et corrupteurs. C'est ça le problème. Nous sommes dans cette position-là. Donc le problème est qu'on puisse améliorer d'abord les salaires des Congolais, qu'on puisse améliorer les conditions de vie des Congolais pour que la corruption puisse avoir. Donc la corruption chez nous, en réalité, c'est un supplément au manque à gagner que nous avons. Lorsqu'il s'agit au moins de lampadaire, lorsqu'il s'agit de forage, là faut-il parler des détournements ou bien faut-il parler au moins de la corruption à Rocaille? Non, mais avec cette histoire-là, ça m'a laissé avec des insomnies. Pourquoi? Parce que vous avez retrouvé qu'un puits d'eau qui doit être fait à $300 000. Et les ministres qui se donnent le luxe de dire que d'abord j'ai discuté pour abattre ça à $200 000. C'est comme si nous ne connaissons pas des puits. C'est comme si nous n'avons pas jamais fait des puits. Moi, je voulais faire les puits dans une des concessions qu'on avait acquis du côté vers le mausolée du fait Étienne Docteur Tshisekedi. Je connais les prix. Le papa Marquis, là, il est dans ces domaines. Donc, on peut les faire à 2000 et ça dépend des profondeurs, ou à 4000. Marquis est là. Mais comment c'est que nous allons sauter? Et puis ce qui est grave, c'est quoi? Toutes ces histoires dans lesquelles il y a l'argent gâché, l'argent sort facilement. Là où on peut faire pour que la population puisse se retrouver, l'argent ne sort pas. Vous voyez un peu ça? Donc vous trouvez que tout projet qui peut faire que les Congolais se retrouvent, vous trouvez qu'il n'y a pas l'argent, on va chercher les Indiens, on va chercher les Chinois pour qu'on soit en association. Je vous en parlais des lycées qu'on devait faire à 48 millions, 49 millions. Ça ne s'est jamais passé. Mais comment est-ce que 80 millions va sortir pour des puits facilement? Et le monsieur des puits qui arrive, il dit non, c'est pas 200 puits, je devrais remettre 200, c'est 1003 puits. Non, mais nous ne pouvons pas accepter de telles bêtises. Et les lampadaires à $23 000, ça quel éclairage? Ça quand ça éclaire, même le moustique n'existe plus encore. Ou quand ça sort, il n'y aura plus de malaria. Donc ça, c'est aberrant. On ne peut pas s'y porter. Moi ça me donne la colère parce que je ne vois pas pourquoi dans les projets où il faut être gourmand, où vous allez et la personne ne se retrouve pas, l'argent sort avec beaucoup de facilité
Et cette même 80 millions qu'ils ont fait là, ils pouvaient déjà faire la route, des trains, la voie ferrée, aménager la voie ferrée Matadi-Kinshasa. Ça pouvait nous éviter des embouteillages. Parce que la voie ferrée existe déjà. Il faut maintenant qu'on puisse tout simplement mettre quelques touches. Avec les 80 millions, c'est déjà assez. Comme ce sont juste les Congolais qui posent problème, qui dérangent moi ces derniers temps, à quel sens faut-il se confier en RDC? Est-ce que les Congolais sont-ils de confiance? Vie, les ampleurs, l'allure vont les choses avec les détournements plutôt, la corruption. Croyez-vous que c'est facile de corriger les erreurs du passé pour améliorer? Bien faut-il confier aussi aux Occidentaux qui seront les mieux placés à pouvoir changer les modèles? Vous savez, moi je suis contre ce qu'on a pris, il faut se confier aux étrangers, parce que dans le projet de 145 territoires, voilà, il y a eu des étrangers qui sont là, qui n'ont rien foutu. Ils ont passé 2 ans comme ça, disant qu'ils sont en train de faire des études de faisabilité, et ils avaient consommé à peu près 7 millions. C'est seulement moi, je ne suis pas pour les étrangers. Moi, je suis pour l'approche purement congolaise avec la réflexion congolaise. C'est-à-dire qu'il faut oublier tout ce que vous avez comme théorie, que vous avez appris à l'école. Et vous savez que pour faire même tous ces projets de 145 territoires, on peut prendre les étudiants qui sont dans des instituts, des bâtiments, des constructions, les confier cela comme sous forme de TP, sous forme de devoirs, et les universités peuvent se retrouver à moindre coût, ils peuvent nous faire de telles histoires. On peut faire même des associations, regrouper les associations de maçons du Congo. Ils peuvent faire, parce que moi j'ai visité certaines des infrastructures, ce n'est pas fameux, ça ne demandait pas qu'on puisse utiliser tous ces messieurs-là. Par exemple, quand vous allez voir la construction de la maison communale d'Idiofa, ce n'est pas quelque chose que les papas d'Idiofa ne pouvaient pas faire. Quand vous allez voir ce qu'on a fait aussi à Mwanda, ça ne signifie pas que les papas de Mwanda, les maçons de Mwanda ne pouvaient pas faire. Pourquoi est-ce que tout ce que nous faisons, nous allons confier toujours aux entreprises étrangères les devises de la vente dans les poches des États? Moi, je suis contre ça. Moi, mon approche est qu'on puisse utiliser les Congolais, même s'ils ont bouffé les hommes, que l'argent reste entre les mains des Congolais. Même de la padère, là, c'est un sujet malien, mélangé au Libanais. Vous comprenez une histoire comme ça? C'est-à-dire s'il n'y a pas de Congolais qui pouvaient acheter des lampadaires. Donc moi j'approuve qu'il y ait marché de gré à gré, mais avec un Congolais. Merci beaucoup. J'aime ça. Surtout sur même page d'idées, les voix s'élèvent, les réactions essaient de se multiplier autour des DIP distribués par le CGE de l'IDPS. Croyez-vous que c'était juste une motivation ou une corruption de sa part? Oui, je reviens pour ce que les gens ont beaucoup parlé ici concernant les DIP que le CG Kabouya a donné aux députés de l'IDPS. Il faut préciser, il n'a pas donné aux députés de l'Union sacrée, il a donné aux députés de l'IDPS. Quand on parle de la corruption, il faut qu'on puisse engager une tierce personne. C'est comme qui vient dire que l'homme a corrompu sa femme, il a corrompu son enfant. C'est comme si nous voulons créer un nouveau dictionnaire au Congo où les concepts sont purement congolais avec une interprétation congolaise. Comment quelqu'un qui a ses propres députés peut les corrompre? D'abord, lui-même n'est pas candidat gouverneur. Comment lui il devient corrupteur pour l'acte ou l'action dans laquelle il n'est pas concerné? Selon certaines personnes, il aurait fallu qu'il fasse ça au moins avant les élections que pendant les élections. Non, je suis en train d'y arriver. Avant, si c'était après, je suis en train d'y arriver. Mais pendant. Les députés provinciaux de l'IDPS sont votés, ils sont des électeurs aux écons décrets. C'est-à-dire les souverains qu'ils ont votés, c'est nous. Membres de l'IDPS, je vote mon candidat pour qu'il puisse défendre les idéologies, les pensées, la vision du parti. C'est ça, quand on en voit, même un député national de l'IDPS, il a été voté pour défendre les intérêts premièrement du parti. Et qu'est-ce que nous voyons? Parce qu'avec les Congolais, nous avons vécu ça. En 2006, nous avons voté les députés provinciaux de MLC. Au lieu qu'il y ait un gouverneur de MLC, personne n'est sorti gouverneur de MLC. C'est quelqu'un de PPD qui va sortir. Et tous ces messieurs-là qui parlent qu'il fallait voter en âme et conscience. La conscience d'un député, c'est de défendre les intérêts de son parti politique. Parce que le parti politique a été créé pour avoir le pouvoir et le maintenir le plus longtemps possible. Et c'était aberrant de voir un député provincial de l'IDPS, de l'MLC, qui va voter quelqu'un du PPD.
C'est une cohérence inconcevable. Maintenant, nous arrivons en 2011, nous voyons la même chose. IDPS qui avait assez de députés dans l'Assemblée provinciale, c'est quelqu'un du peuple d'encore qui sort. Et IDPS n'a même pas un sénateur, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir au moins 4 sénateurs. Voilà pourquoi il faut changer les mécanismes. Mais maintenant, les partis doivent toujours réfléchir. Pourquoi j'ai échoué à telle période? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je devrais faire? Dans cette stratégie-là, lui, le CG étant le garant du parti et du bon fonctionnement du parti, il devrait réfléchir pour dire cette fois-ci, pourquoi est-ce que nos voix, les voix de nos combattants ont été dilapidées par ce que nous appelons les députés provinciaux. Et dans ces études, ils comprennent que c'est parce que ces gens-là, quand ils arrivent là-bas, ils ont besoin de luxe, ils sont tentés par l'argent, ils sont tentés par les véhicules. Qu'est-ce que le parti doit faire? Il doit faire les garde-fous. Et les garde-fous, c'est quoi? Vous avez besoin de véhicules, les partis vous fournissent des véhicules. À ce moment-là, vous ne serez pas tenté. Une motivation, une corruption, de toutes les façons, vous qui nous appelez, s'il vous plaît, ne nous appelez pas, envoyez-nous des questionnaires. On va juste poser au moins à M. Adolphe qui est là pour répondre à vos différentes questions. Croyez-vous que c'était une motivation ou bien une manière de corrompre aussi l'âme et conscience des députés provinciaux des DPS? Je suis arrivé pour dire que dans les cas d'espèce, celui qui parle de la corruption, c'est quelqu'un qui ne connaît ni la langue française, ni l'étymologie des noms, ni même ce qu'il appelle comme mot. Parce que les Congolais condamnent tout sauf que c'est quand quelqu'un embrasse sa femme, et vous qualifiez ça de la fornication. Ça n'existe pas. Comment c'est parce que vous voyez que même on est là mouillé, Mobali a violé Moissinayo, Mobali a violé. Donc, et les gens ont mis des concepts comme ça, ils acceptent. Donc, ce que le CG a fait, on ne peut jamais parler des mots, de corruption. On doit parler tout simplement de la stratégie pour protéger nos candidats aux tentations de corruption. Par contre, le CG a fait que la corruption ne puisse pas arriver dans les fiefs des non-députés provinciaux. Donc ce qu'il fait, c'est encourager. Parce que nous savons que les gens là, quand ils arrivent d'abord dans la députation, beaucoup de membres des partis d'opposition, ils n'ont pas l'argent. Ce sont des pauvres malheureux. Et lorsqu'ils arrivent là, ils sont tentés par l'argent. Il faut les éviter quand il y a la tentation. Moi, je salue l'action des CG. Je pense que les autres peuvent l'emboîter pour qu'ils ne puissent pas avoir des fuites de voix, des petits peuples qui confient à ces députés provinciaux et qui commencent à marchander avec. Mais maintenant, le CG a compris, parce qu'il n'y a personne qui peut faire un parti politique pour ne pas faire l'analyse, pour faire des diagnostics, comprendre qu'est-ce qui a été à la base de mon échec. Pourquoi les gens ne sont pas levés pour dire IDPS avait plus de 14 députés la fois passée, ils n'ont pas eu de sénateurs, IDPS avait la majorité dans l'Assemblée provinciale de Kananga, ils n'ont pas eu un sénateur, IDPS avait la majorité dans l'Assemblée de Mbujimaï, aucun sénateur. Là, les hommes n'ont pas parlé, ils trouvent que c'est normal. C'est comme si IDPS va travailler et il va mobiliser ses combattants, ils votent pour que les autres puissent en profiter. Non, ça ne se fera pas comme ça. Bravo au CG, il a bien fait. Il n'y a pas de corruption. Celui qui croit de corruption, c'est ce monsieur-là qui voulait corrompre les députés de l'IDPS. Voilà. Et il est en train de regretter. Venez encore corrompre, on va voir. CG a compris la Donc il ne s'agit pas de la corruption. CG a bien compris le jeu. Il s'agit juste de la motivation pour mettre des garde-fous à ce qui concerne au moins les députés provinciaux de l'IDPS. J'ai dit bien CG à protéger les députés de l'IDPS contre la corruption. Voilà. Maintenant, les corrupteurs sont tentés de regretter. Voilà. C'est ça le problème. Merci beaucoup. On tourne la page sur la corruption. Ouvrons alors une nouvelle page sur les 100 premiers jours du président Félix Antoine Tshisekedi. L'année passée, soit dans les 5 ans autres passés, le ciel était en bleu, mais cette année, c'est le silence radio. Adolphe, quelle lecture faire? Je pense peut-être qu'il a compris qu'il ne fallait pas faire ce que pouvaient appeler les erreurs du passé. Or, dans le passé, qu'on pouvait parler comme des erreurs, il y a des réalisations. Parce que nous avons les sons des boutons, exactement. Nous avons certaines réalisations. Nous avons le camp Tchiachi qui a été renouvelé, l'hôpital a été renouvelé. Nous avons le camp Fungula où l'hôpital a été renouvelé. De cela ne signifie pas qu'il ne devrait plus tenter. Pour moi, il n'y avait pas eu une bonne initiative comme le projet des 100 jours. C'était impeccable. Et ça devait laisser des traces indélébiles. Mais malheureusement, cette fois-ci, vous savez, peut-être que dans ce sens-là qu'on a voulu échapper. Deuxième chose, jusqu'à ce moment, il n'y a pas un gouvernement. Parce que pour faire des projets comme ça, le président de la République
il n'est pas lié aux réactions des choses, à l'exécutif. Parce que ici, nous avons le gouvernement qui expédie les affaires courantes. Il ne peut pas engager des projets de telle envergure. Donc nous nous trouvons dans les 100 jours où il y a encore des tractations pour que les gens, que les gouvernements puissent sortir. Et vous savez, les gouvernements ne peuvent pas sortir même le lendemain. Pourquoi? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle les poids lourds qui veulent revenir. Alors qu'avec la dame, la première ministre, il dit non, les autorités morales ne peuvent pas revenir. Or, au Congo, une autorité morale est dans l'obligation de se retrouver député, mandataire, ministre. C'est dans leur ADN. Il ne laissera jamais quelqu'un et imaginez une autorité morale. Il est député national et celui qui n'est pas, bon, peut-être une autorité physique, pas l'autre morale, l'autorité physique, il est ministre. Non, mais ça ne doit pas aller. Il est vice-ministre. Donc vous voyez que ça ne peut pas compter. Mais c'est de là qu'il faut-il corriger les erreurs du passé, ne voyez-vous pas ça? Non, vous savez, c'est une bonne manière aussi pour la République démocratique du Congo d'avoir une nouvelle robe aussi. Vous savez que dans un pays comme nous, le vivons actuellement, le système politique ne permet ni au Premier ministre ni au Président de prendre des décisions seuls. Parce que la Première ministre, il vient de l'IDPS, ils n'ont pas disons, ils n'ont pas la quasi-totalité des députés qui peut faire que lorsqu'on va mener le gouvernement, il sera approuvé, non. C'est-à-dire, il doit faire des coalitions. Et quand il y a coalition, il faut que le produit arrive à céder certaines prérogatives et accepter certaines, comment on peut dire ça, les réclamations des gens avec lesquels vous êtes dans cette coalition. Et c'est ce qui fait que ça devient quasiment... Regardez par exemple pour l'élection d'abord du bureau définitif. Comment est-ce qu'un président du bureau provisoire, il s'arroge le droit de dire non, les élections sont envoyées à une date ultérieure sans préciser la date. Et c'est comme ça, les gens sont partis comme ça, et nous attendons ultérieurement. Ça ne peut pas se faire, parce que le bureau provisoire, c'est provisoire, ça ne peut pas aller pendant 3 mois. Parce que c'est déjà provisoire. Okay. Mais quand vous dépassez déjà 3 mois, même ceux qui ont fait la législation sociale, un contrat qui dirait déterminé ne peut jamais dépasser 3 mois. Quand ça dépasse 3 mois, ça devient un contrat dirait déterminé. C'est-à-dire le bureau provisoire dépassant 3 mois, le vieux Mbosso Kodia Kwanga, il devient maintenant définitif. Tu vois, c'est ce qui a fait que ça a bloqué et on ne pouvait pas avoir des impacts parce que les systèmes politiques que nous avons ne permettent pas au président d'avoir les mains libres. Comme vous l'avez juste évoqué, nous sommes aussi dans les 100 premiers jours du chef de l'État. Sentez-vous les apports de la coalition en République démocratique du Congo sur tout le plan? Mais vous savez d'abord ce qui devrait faire, c'était quoi? C'est-à-dire ceux qui expédient les affaires courantes pour moi, ils devraient faire mieux pour que ça puisse nous donner l'envie de dire non, Botika Fulani, Botika. Mais il ne sait pas de faire ça. C'est comme si c'est dans cette itération, on ne sait pas si je vais revenir, je vais voir ma poche, je vais voir mon ventre, je vais voir comment je peux nommer mes gens dans des postes. Or, ce n'est pas ça. Pour moi, c'était une occasion qui devrait exceller pour que la population comprenne que non, ce monsieur mérite un deuxième mandat. Mais malheureusement, avec la conscience congolaise, on ne sait pas ce que le lendemain va nous réserver. Et ils ne sont même pas sûrs de revenir. Ils sont dans l'impression, dans cette improbabilité-là. C'est ce qui fait qu'ils ne peuvent pas sortir le meilleur d'eux-mêmes. Mais ce qui est grave, c'est quoi? C'est parce qu'il fallait qu'ils puissent sortir au système gouvernemental accentué et se retrouver dans les gouverneurs et dans un système administratif. Pourquoi? Vous avez vu que la Belgique avait fait autant d'années sans le gouvernement, mais tout fonctionnait bien. Pourquoi? Parce qu'il y avait des pouvoirs qu'on a toujours donné à l'administration. L'administration est structurée, ordonnée et ça veut gérer même au-delà des administrateurs. Vous allez trouver en Liban, ils ont fait presque 4 ans sans gouvernement. Mais le Liban n'est pas tombé en désuète. Le Liban travaillait pourquoi? Parce que
nous avons les secrétaires généraux qui ont maîtrisé la chose, nous avons les directeurs, etc. Ils ont maîtrisé les choses. Mais ici, vous allez trouver que dans des cabinets là, un chef de bureau qui a déjà fait 15 ans, 20 ans, il attend que le nouveau gouvernement sorte, à ce moment le ministre va dire, oh, ce n'est pas ça. L'administration devrait rester avec des principes, avec des logiques déjà préétablies sur lesquelles sont en train de jouer, et quand le ministre arrive, on nous fait imprégner, où il donne 10 nouveaux pour que ce qui existe puisse fonctionner. Mais au Congo, ce n'est pas ça. C'est comme si nous attendons que les ministres nous amènent tout. Et malheureusement, nous allons prendre un ministre qui était cantonnier, on l'envoie à l'armée. Vous voyez ce qu'il va faire le temps qu'il est stagiaire à l'armée et qu'il y a des désordres. Toujours sur la même page d'idées, dans les 100 premiers jours au mois du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, là nous touchons les points phares en fait de notre pays où l'insécurité revient du jour au lendemain, le goût de la République démocratique du Congo. Quel regard portez-vous face à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo? Pour ce qui se passe au niveau de l'Est du Congo, nous ne pouvons pas voir ni les présidents de la République, ni les Rwandais. C'est une histoire internationale. Qu'il faut-il voir? Alors, imaginez, c'est la même chose. Je compare cette guerre comme la guerre d'Israël et Hamas. Comment un petit pays comme Israël peut tenir tête à une grande population comme les Palestiniens? C'est parce qu'il y a la main noire derrière tous ces gens. Parce qu'il y a les industriels américains, canadiens et européens qui veulent recevoir de nos matières premières gratuitement, et ainsi ils ont monté les terroristes de M23, et il faut utiliser les Rwandais pour qu'ils puissent assouvir leurs pensées expansionnistes. Donc cette guerre-là, ça demande d'abord qu'on puisse avoir une forte diplomatie. Sur le plan diplomatique, je l'ai dit tout en soutenant le chef de l'État, je dis que sur le plan diplomatique. RDC, Rwanda, RDC. J'ai dit d'abord sur le plan diplomatique, mais la RDC ne se vend jamais à ce qui concerne la guerre. On ne peut pas se voiler la face. Si c'était un pays européen, parce qu'on balance ces images matin soir. Mais sinon, chez nous, même si la chaîne est nationale, ces images-là ne passent pas. Et si on peut monter, c'est pendant les journaux télévisés 3 minutes, le reste, on met la musique, on met la culture, on danse, on chante et c'est fini. On met des discours politiques. Or, il fallait utiliser ces images. C'est ce que les Rwandais ont fait. Ils ont matraqué parce que les mass médias, c'est matraqué. Donc, il fallait matraquer avec ces images. Les passer régulièrement. Mobiliser toutes nos chaînes de télévision. Dépasser ces images horribles. Et qu'il y ait des gens qui parlent pour dire voici, nous mourrons parce que derrière ces messieurs qui n'ont pas la capacité, qui ont un budget de 300 millions, ne peut jamais tenir la guerre. Donc, il y a la main étrangère. Quand nous allons défendre cela, tout le monde, je pense que la guerre devrait terminer. Mais à ce moment, ni les gouvernants, il ne faut absolument, il ne matraque passer les pros de la diplomatie agissante, ça n'existait pas. Et de l'autre côté, nous avons les opposants qui croient que quand ils entreront au pouvoir, ils sont améliorés. Oh, c'est très grave. Lorsque nous serons plus infiltrés, même quand tu entreras, tu vas te retrouver dans les mêmes difficultés. Mais cette fois-ci, quand même, il y a silence sur radio. De toute façon, du côté de l'opposition, il n'y a personne qui en parle. Alors, c'est ça le problème, parce que vous allez parler, comment si vous parlez, la Belgique va dire, je vous donne plus encore de l'aide. Parce que tous ces opposants vivent de l'aide de l'extérieur. Ils ne sont rien. Alors voilà maintenant qu'ils sont obligés de colporter tout simplement ce que les autres. Et aller plus loin, nous avons vu même un cardinal soutenir ça. Un cardinal qui se dit, les gens vont aller chez Nanga, c'est parce qu'ils sont frustrés. C'est comme si les cardinals voulaient dire, nous avons des couleurs là, parce qu'ils sont frustrés. Mais quand les gens vont, les l'IDPS vont manifester devant les cardinals, ils les regrettent, ils ne comprennent pas qu'ils sont des frustrés. Ils vont les frustrer quand il s'agit de Nanga contre le gouvernement. Mais quand c'est de l'IDPS contre lui-même, les l'IDPS ne sont pas des frustrés. Non monsieur, il ne faut pas être dans cette histoire. Et vous voyez même qu'il est parti plus loin pour dire des bêtises devant la chaîne de Phobé. Et la chaîne qui est censée rectifier parce que la vie a plein de choses. Donc vous comprenez déjà que dans notre pays, nous sommes corrompus, même au niveau des archevêques.
corrompus et qui ils sont en train de parler dans le nom de Kagame. Mais comment la communauté internationale peut nous aider? Parce que nos évêques qui sont tentés, qui marchent avec des passeports diplomatiques, qui bouffent l'argent du gouvernement. Parce que moi, quand on me met pasteur, je n'aurais pas une dip. Mais quand on me chaud, il a reçu les dip et l'enveloppe, là, la population, on ne le voit pas. Mais maintenant, ce monsieur-là, qui croit être la voix des Congolais, il se met d'abord, il va commencer par faire les éloges à Kagame. Kagame, il gère bien les pays. Et c'est un prêtre qui fait les éloges des dictateurs. Et à la fin, il dit non, mais l'armée ne peut pas tenir contre tout ça. Et si les gens parlent chez Nanga, c'est pour dire les autres, vous êtes frustrés, allez chez Nanga. Mais pourquoi on n'a pas permis les prêtres de Saint-Dominique qui étaient frustrés de faire la rébellion? Il a chassé ces prêtres-là. Voilà le problème. De toute façon, je vais prendre la réaction du président de la République, tête à tête entre le président de la République démocratique du Congo ainsi que le président français. A-t-il pas joué le rôle de Ponce Pilate face à la République démocratique du Congo? Vous l'avez suivi quand même avec notre président. Vous savez, il y a quelque chose qui est vrai. Quand je vois le président à côté du président européen, je n'écoute pas. Moi, je connais que tous ces présidents européens, pas que ce sont des mensonges. Et vous savez, beaucoup de ces présidents européens, ils ont des sextapes qui sont au Rwanda. Ça, je te dis, c'est vrai. Si ils ne savent pas condamner, parce que quand ils partent au Rwanda, ils se sont poursuivis avec des jeunes filles, des jeunes petites filles. On les a filmés, voilà. On les a filmés. Et les Rwandais qui sont très malins, ils ont filmé. Quand il ne faut pas dire si tu veux beaucoup parler, on va monter votre sextape. C'est pourquoi ils se taisent. Donc moi, quand je vois, pour moi, je n'ai pas besoin que mon président puisse parler avec ce monsieur de Macron. Vous savez, quand il venait, j'avais dit qu'il fallait qu'on puisse les jeter des pierres. Je suis quelqu'un qui sont contre tous ces messieurs-là de la France, etc. Je n'écoute même pas ce qu'il dit. Je ne peux même pas écouter ces phrases. Parce que pour moi, ça m'énerve. Et pendant que ces mêmes messieurs, ils sont tentés de soutenir nos bourreaux qui sont du Rwanda, ils les reçoivent. Nous avons Michiki Wabo qui ne parle pas le français, qui parle l'anglais. Il est tenté de présider la francophonie à deux fois. J'ai des grands traîtres pour moi, c'est Macron. Voilà, donc je n'ai pas besoin de l'entendre. On va citer parce que je l'avais déjà évoqué lors de notre émission de Privason, la révision de la Constitution. Là, ça vient à boire et à manger. On va y revenir prochainement, mais votre commentaire. Non, moi, je t'informe déjà que la Constitution, j'ai regretté parce que ce matin, je voyais mon frère Epeng qui défendait qu'on n'a pas touché à la Constitution. Moi, Epeng, nous n'avons pas voté la Constitution. À moins qu'il ait voté à cette période-là. Moi, Epeng, tu votes la Constitution. Moi, personnellement, je n'ai pas voté cette Constitution. Comment je peux défendre quelque chose que moi, je n'ai pas de... Moi, il faut qu'on puisse jeter ces chiffons-là. Il y a des histoires d'intérieur que moi personnellement, je n'ai pas voté. Comment je vais défendre une histoire où j'avais refusé? Bah, oui, non, non. Maintenant, là, vous allez me dire, je défends quoi dans cette histoire-là? Est-ce que l'homme qui dit qu'on ne doit pas refuser la Constitution, l'a-t-elle lu réellement? Est-ce qu'il a déjà lu la Constitution? C'est ça le problème. Moi, je suis contre cette histoire. J'avais voté non. Et je crois que quand on dit on va réviser, je serai le premier à soutenir. Parce que je ne peux pas voter ça. Comment vous pouvez dire à un membre de l'IDPS, un membre de l'opposition de cette période-là, du père de docteur Etienne Tshisekedi, qui doit soutenir la Constitution? La Constitution, nous n'avons pas voté. Où se trouvent les enjeux et les enjeux en fait de cette révision? Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Il y a beaucoup de choses. On dit d'abord dans un des articles que l'État exerce une souveraineté sur le sol et le sous-sol. Donc nous sommes des locataires. Quand on dit exercer une souveraineté, donc le sol et le sous-sol ne nous appartiennent pas. Il y a encore une disposition qui dit que l'État peut céder une partie de son territoire et tout ça. Et vous voyez un peu ça. Il y a une disposition qui dit qu'un Congolais, c'est cette personne dont son père, son grand-père était sur une partie du territoire avant 1960. C'est-à-dire tous les Belges, tous les Portugais, tous les Grecs qui vendaient des bis ici chez nous sont d'office des Congolais. Et à la fin, les premiers ministres, ils ne convoquent pas le conseil des ministres, c'est le président qui convoque, mais les premiers ministres sont redevables devant les témoins. Ce sont des histoires incompréhensibles. Nous ne sommes ni l'État fédéré, ni l'État unitaire. Donc nous comprenons. Une histoire comme c'est un Sagamadouche. On ne sait pas si on connaît l'idée, ce sont aussi au Kolia pour nous. Donc pour moi, cette histoire de belligérants doivent être renvoyés à l'est du Congo, Bawazalé de Betiango, parce que ça est le belligérant. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cet apport. Ça n'est fini pour ce soir. Retrouvez la rédition de cette émission les dimanches à 15h. Bon, c'est des programmes sur notre chaîne.